à tous, bonjour à toutes, ici Loki, l'agent des séries, et on se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle critique comics du coup, de la semaine 3, enfin, la semaine 3. Oui, on est en semaine 3 actuellement, hein, mais les critiques comics sont en semaine 2 et sont donc décalées, parce que la semaine dernière, avec le stream 24 heures, j'ai pu m'occuper de YouTube. Alors, les amis, on se retrouve du coup aujourd'hui pour une nouvelle critique comics sur les préludes, on va essayer un peu War of the Realms, tout simplement. Pour quelle raison, pourquoi et comment ça euh... Non, plus sérieusement, j'avais envie, en fait, tout simplement, de faire un comics où il y avait Loki dedans. Je dois vous avouer que j'ai beaucoup hésité sur lequel j'allais faire, comment ça allait se passer, et etc., etc. Et je suis tombé sur le prélude de War of the Realms, qui est donc un événement, évidemment, asgardien, hein, en majorité, qui mêle beaucoup de Thor, plus que Loki. Mais voilà, on va commencer par le prélude, parce qu'il y a des préludes à l'événement, qui sont donc pour prévoir un peu l'événement. Et moi, ce que je propose, du coup, c'est le Thor numéro 10, du coup, de 2019, hein, pour prévoir un peu, du coup, War of the Realms. Comme d'habitude, on va passer par 5 critères, hein, donc le scénario, les personnages qui sont un peu développés, le design du comics, le cliffhanger final, et la conclusion. Ce que je propose, c'est de commencer tout de suite par, évidemment, le scénario. Avant de parler du scénario même du comics, j'aimerais juste vous lire un peu le contexte. Thor est de retour. Bien que toujours indigne de soulever son marteau Mjolnir, il est redevenu le dieu du tonnerre. Mais beaucoup de choses ont changé. Grâce en partie à Odin, le père de tout, et sa négligence de 9 autres royaumes, Malekith et ses alliés réduisent Asgard en ruine, détruisant le pont arc-en-ciel et dévastant la ville d'Asgardia. Leur maison détruite, les dieux, incluant la mère de tout, Freyja, rejoignirent la terre. Selemdal et quelques ouvriers nains restèrent garder le vieux royaume côté d'Odin. Son royaume vide, son presque éternel mariage en morceaux, le père de tout erre dans ses murs brisés et regarde son fils détruire marteau après marteau, essayant d'arrêter la guerre des royaumes de Malekith, une guerre qu'il a aidé à créer. Un fils et son père de tout. Mesdames et messieurs, le scénario est posé, on est là dans une guerre que Malekith prévoit depuis longtemps. C'est-à-dire que même avant de faire chuter Asgardia, Malekith est déjà en train de réunir une équipe que Loki avait infiltrée en secret pour tout simplement détruire les royaumes. Il avait prévu une guerre. Là, on n'a plus de Bifrost. On n'a plus, enfin, Bifrost, point arc-en-ciel, voilà. Le scénario auquel on a posé est plutôt simple. On a un Odin qui est donc sans Asgard, sans royaume, sans rien, qui est tout seul en effet, et qui va se saouler. Ouais, alors dit comme ça perd sa superbe pour le père de toute chose, mais oui, Odin, faut savoir que c'est un personnage qui... C'est un Asgardien, hein, donc il va forcément se bourrer beaucoup, mais voilà, le personnage en fait peut très vite basculer dans le côté un peu sombre, et ça va nous mener à quelques frictions, que ce soit avec son frère, alors son frère cool, qui est un peu un méchant, mais on reviendra un peu dessus très rapidement, qui l'envoie du coup à Svartalfheim comme espion, des frictions avec Thor, hein. Alors des mots qu'ils échangent, on reviendra dessus sur les personnages pour le développement, mais ils échangent des mots très durs, sous le regard d'Heimdall notamment. Loki, dont on a un petit développement par rapport à Lofé, son père, et après vis-à-vis de Malekith, hein, son allié ennemi, hein, très bancal. Et après on a le cliffhanger final, dont je reviendrai dessus. Donc ça c'est le scénario. Donc on a l'affrontement entre guillemets entre Thor et Odin qui va donc occuper les 3 quarts du comics, une histoire un peu courte avec Loki, et on va voir même je l'ai pas précisé, mais une petite apparition qui est importante de noter de Freyja, du coup la mère de Thor, hein. Enfin, la mère à l'époque de Thor, parce que moi les comics actuels j'ai pas tout suivi, mais quand on me dit le Phénix, moi je suis un peu perdu. Mais bon, voilà. Donc je vous propose c'est de passer aux personnages, que là c'est bien plus intéressant pour les personnages. Les personnages, je peux en dire beaucoup plus, je peux rentrer dans l'histoire. Pour commencer, Odin. Odin qui est, à mon goût, en fait, le personnage principal du comics, puisque c'est lui, en fait, qui va être le narrateur de l'histoire. C'est de lui dont on va voir les pensées, dont on va voir son état d'esprit, et on va voir qu'en fait, Odin est très torturé. Faut savoir que le Odin des comics est très, très différent du Odin des films. Le Odin des films, en vrai, c'est pas un si mauvais père, c'est un connard dans le sens où dans Thor 3 on apprend des choses, mais avant ça, dans Thor 1 et Thor 2, c'est pas un mauvais père en soi. Alors que dans les comics, c'est un mauvais père du début à la fin. Seulement là, on a ses regrets, on a son pardon, on a la façon dont il voit Thor, la façon dont il est fier de lui, mais il ne le dit pas. Parce que Odin reconnaît lui-même, évidemment en narrateur, pas à haute voix,
qu'il a un ego surdimensionné, qu'il a un orgueil qui l'empêche d'avouer ça, et qu'il ne sait pas comment être père tout court. Il est le père de toute chose, il ne sait pas être le père tout court. Le problème, c'est que c'est pas forcément que vis-à-vis du point de Thor, c'est-à-dire que Thor et lui vont changer des mots très durs, même vis-à-vis de Freyja, même si elle est pas là, mais je veux dire, ils vont changer des mots très durs vis-à-vis de ce qu'ils pensent, de ce qu'ils vivent, du contexte, mais surtout, de toute façon, Odin va prendre des décisions plus ou moins stupides. La décision d'envoyer Cool à Svartalfheim est une décision qui peut peut-être être stratégique, mais le contexte dans lequel elle est prise, en effet, comme le dit lui-même Cool, c'est plus dans le sens de vouloir le tuer, quoi. C'est pas vraiment pour le sauver, c'est pas vraiment non plus dans un sens stratégique, mais il va le faire quand même. Bon, ça après Cool, c'est un personnage que je connais pas vraiment assez pour pouvoir en parler. Et du coup, Odin va être aux portes de la mort dans le comics, tout ça pour au final finir avec le cliffhanger dont on reviendra dessus. Bon, Odin, on a un développement qui est intéressant, je connais pas vraiment aussi bien le perso des comics que des films, bien évidemment, mais franchement, celui des comics, on assiste vraiment à sa déchéance, hein. De toute façon, l'événement War of Realms n'est pas du tout tendre avec lui, à part sur la fin, mais ce que je veux dire, c'est que le personnage Odin va en prendre plein la gueule durant tout le comics. Il a quand même laissé Asgard, donc Asgardia, chuter, de sa faute. C'est sa négligence. Le problème, c'est qu'en face de lui, on a quand même Thor, donc le dieu du tonnerre, hein, même si il a un bras en moins et qu'il a plusieurs marteaux, mais voilà, Thor, on a quand même quelqu'un qui reste dans ses principes et qui n'hésite pas à tabasser son père aux portes de la mort, quand même. C'est pas n'importe quoi. Et ouais, moi, ça me choque un peu quand même, je vais pas vous le cacher, ça me choque. Vraiment, oui, oui, non mais c'est clair et net, ça me choque. Maintenant, je m'étonne pas, parce que Thor et Odin ont pas toujours eu des relations amicales ou familiales dans les comics, hein, on est loin du coup des films, mais là, voir Thor aussi ferme envers son père, c'est chose qui, moi, me choque. Après, faut savoir que les deux ont des mots très durs. Là, on parle quand même du «Oh, vous avez laissé perdre ça», «Oh, vous avez fait ceci», ils s'insultent, hein. Même en VF, on a quand même les mots salauds qui sortent, qui est quand même très rare dans des comics, que des mots sont pas forcément censurés. Bon, après ils parlent d'être un homme, ils s'attaquent du moins directement à la virilité de Thor, ils s'attaquent aussi au fait d'avoir perdu sa femme, d'avoir perdu Mjolnir, ils s'attaquent à beaucoup de choses différentes. En fait, ils vont lancer des pics là où ça fait mal, si vous voulez. Et en fait, Thor va limite tabasser Odin, il va limite presque le tuer, il va vouloir le tuer, sauf que Balder va l'en empêcher. Balder qui est donc le troisième frère qui n'est pas apparu dans les films, et qui est du coup le mari de Hela, donc la déesse de la mort. Le gendre de Loki, oui. Voilà, et donc aussi le frère de... C'est bizarre parce que c'est quand même le frère de Loki aussi, ça devient un peu chelou quand même cette histoire. Mais voilà, grosso modo, comment ça se passe. On a également, alors ça c'est pas vraiment un développement super intéressant, mais je vais en parler parce qu'on est dans la semaine qui le concerne et que la vidéo est là aussi pour en parler, c'est de Loki. Parce que Loki quand même a deux trois pages qui le sont concernées, bon objectivement il y en a 4. On a un tout petit développement par rapport à Lofé, parce que là on est avant le comics, le dieu qui chute, hein, c'est-à-dire que le dieu qui chute il est roi de Jotunheim, son père est mort, là son père est encore en vie, il est roi, et en fait Loki, bah, en fait que ce Loki-là, si il colle. Et il colle, je vous l'ai déjà dit donc dans l'autre vidéo, il est plus gentil. On penche plus vers le côté gentil que méchant de ce Loki-là. Et en fait, lui, quand il règle un problème, c'est avec de la ruse, de l'amusement. C'est-à-dire que si un géant des glaces se fout de sa gueule, il le transforme en crapaud, il le tue pas. Là où son père, à l'époque, concerne, quand il dirige, quand il gouverne Jotunheim, c'est «Ah, tu m'obéis pas, tu me manques de respect, je te tue». Parce que là-bas, à l'époque, à Jotunheim, c'était la loi des armes. Maintenant, Jotunheim, c'est une loi différente. On reviendra dessus si je fais une critique comique sur les événements de Loki, mais voilà. Et là, du coup, ce Loki-là est plus gentil, on va avoir un développement vis-à-vis de son père qui le renie, de toute façon, c'est pas nouveau. Et Malekith, qui vient lui rendre une petite visite, parce que Malekith est pas non plus très con, hein. Faut savoir que Malekith est un personnage qui est méchant, mais qui réfléchit énormément, et pour son plan, il sait que Loki est imprévisible. Il sait qu'il ne peut pas forcément compter sur lui comme un allié, comme il aurait pu avant compter sur lui. Et même avant, il n'a pas compté autant sur lui. Donc du coup, il le fait surveiller. Bon, c'est bon à savoir que même Malekith sait que Loki est une menace. Dans les comics, là, on a un peu moins de différence avec la série, parce que dans les films, il était vraiment sous-estimé. Dans les séries, on commence à voir quelques petits trucs qui se révèlent, à voir dans la fin de la série. Mais là, actuellement, le Loki des comics reste quand même très fort, et c'est bien que Malekith lui-même s'en rende compte. Ça, c'est un petit point bonus.
Sachant que le Loki, à cette époque-là, a encore le sceptre de sa mère, qui récupère dans Un jour en face garde, évidemment. Et on a une petite courte apparition, mais également dont je voulais en parler, de donc la mère de tout, donc l'épouse d'Odin, et la mère de Thor, à l'époque. À l'époque, d'accord. Ceux qui ont lu Jason Aaron, vous savez que c'est le Phénix. Moi, j'ai toujours pas compris pourquoi. Faut que me refasse la... Faut que je m'en fasse cet arc des Avengers. Freya, qui apparaît donc du coup un petit moment, que Balder du coup lui raconte ce qui s'est passé après avoir sauvé Odin, et je suis très mitigé. J'ai pas le contexte du comics, pour être honnête, parce que la série Thor m'intéresse pas socialement, mais savoir que Freya, elle est plus en mode « Ah oui, mais moi j'allais voir Thor, mon pauvre petit chou, il a besoin de moi », plus que Odin qui est tabassé à mort, ça me fait un peu chier. Mais d'un autre côté, comme je vous l'ai dit, j'ai pas le contexte, je sais pas à quel point Freya peut en vouloir à Odin, et faut pas être con, hein, mais même ça veut quand même dire beaucoup, je peux comprendre. Mais un petit peu déçu quand même, donc pour Freya, que je ne pensais pas du tout comme ça en fait, à mon avis. Après, dans Agent Force Guard, c'est quand même une sacrée conne. Ah non, du coup, voilà pour les 4 personnages qui pour moi méritent qu'on en parle un peu. Après le reste, en effet, c'est très secondaire. Hein. Malekith ne mérite pas ça parce que de toute façon on va en parler un peu à la fin. Balder, on le voit 5 secondes, et du coup là j'ai parlé de Freya plutôt que de Balder. Et le cliffhanger final, pareil, on le voit une page, et on en reparlera à la fin. Du coup, on va parler un peu du design, vous savez que j'adore en parler. Bon, il est beaucoup moins mauvais que les Silver Surfer, c'est sûr. Là, on est sur un modèle de Mike Del Mundo qui a fait les Uncanny X-Men, qui a fait des Superior Spider-Man, pas tous, hein. D'ailleurs, ceux qu'il a fait sont pas publiés en France, je crois, et des All New X-Men. Il est beaucoup dans le construit sur l'univers X-Men. Vous en avez un extrait à droite. C'est pas le pire. Ça me sort pas de l'histoire. C'est pas mon préféré. Mais franchement, comparé à Silver Surfer, ça me sort pas de l'histoire. Le lire n'a pas été entre guillemets, une épreuve ou une tâche. Et j'ai bien aimé le faire, quoi. C'est-à-dire que là, c'était sympa. Maintenant, bah, voilà, quoi. C'est des trucs, c'est cool. Ouais, c'est ça, c'est cool. Donc, faut voir. C'est des trucs, voilà. Donc maintenant, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les designs de Loki faits par cette personne sont très sympas. En fait, les designs de Loki, je les juge surtout par rapport à ça. C'est-à-dire que là où Loki président me pose un problème graphiquement, bah là, sur ce Loki-là, on n'a pas le sens du détail, mais j'aime bien avoir un Loki qui a un peu une fourrure, un peu en quelque sorte, qui est bien faite. Les cornes qui ressortent, les cheveux noirs, la veste verte, enfin c'est très sympa. Et surtout sur l'image, alors je sais que c'est pas forcément objectif, sur l'image où Malekith apparaît avec tous ses elfes noirs, on a vraiment une des contrastes de couleurs qui me plaisent énormément. C'est-à-dire que là, on est vraiment sur des styles graphiques sympas. Même le style où, quand Thor tabasse Odin à presque de le tuer, bon, je déteste la façon dont la tête d'Odin a été faite quand elle est blessée, mais j'aime beaucoup le style où les images sont faites incrustées sur le marteau de Thor qu'il tabasse, et que l'image faite de loin, bah, c'est Thor qui tabasse Odin, en fait, sur une seule image. Seulement le marteau représente plusieurs petites cases, donc c'est très sympa. Les cornes d'Odin qui sont faites pour distinguer des images. C'est un style que j'aime beaucoup quand on mélange un peu une image géante avec des petites images. C'est pas mon style préféré, mais ça me plaît beaucoup. Voilà. Après, on est sur un style de couleurs prédominantes comme du jaune et du rouge et du bleu. Voilà. C'est-à-dire que, en général, quand on parle d'Odin, on est plus sur le bleu. Quand on parle de Thor, quand il se bat avec Odin, c'est tellement sanglant qu'on part sur le rouge, et quand on est sur Loki, les images sont vite bleues, voire noires, quand on parle un peu du côté obscur. Je veux dire, on a vraiment des styles graphiques un style graphique qui montre que les couleurs prédominantes nous disent un peu où on en est dans l'histoire. Là, par exemple, là où vous voyez où on en est, sur la page à droite, par exemple, c'est jaune, parce qu'on va parler plus d'Odin et de Thor, mais à l'époque où c'était pas sanglant. Et là, c'est vraiment la pensée d'Odin en plus, donc le jaune est prédominant entre la couleur des cheveux de Thor, le casque d'Odin, évidemment, le soleil qui est un peu en haut que vous ne voyez pas. Donc franchement, ben, c'est amusant. C'est un oui de ma part pour ce design. C'est pas parfait, mais ça me plaît. Ça me suffit assez pour pouvoir en parler. Ce que je vous propose, c'est de parler des deux cliffhangers, bah, tout de suite, tout simplement. Alors, oui, on a deux cliffhangers qui valent les deux le coup d'en parler. On a le premier qui va concerner directement Malekith. Alors, Malekith n'apparaît pas à la fin, il apparaît au milieu. Seulement, là, comme je vous l'ai dit, on est sur les préludes de War of the Realm. War of the Realm, c'est une guerre qui est orchestrée de A à Z par Malekith. Malekith, c'est le chef d'un groupe de méchants Asgardiens, majoritairement, qui a comme but de posséder tous les royaumes, d'attaquer Midgard comme jamais. Alors dans l'équipe, vous pouvez compter un tas de persos.
Hein, de tête, je peux vous nommer le Minotaur qui dirige Roxxon, je peux vous nommer une l'Enchantress, alors je sais pas laquelle c'est. Je croyais que c'était Amouran, mais en fait, je crois même pas l'avoir vu dans l'événement, en fait. Je l'ai vu sur la couverture, mais je crois que je l'ai même pas vu dans l'événement. Vous vous rendez compte à quel point c'est grave, un peu? Les géants des glaces, Surtur fait partie de l'événement, ou en tout cas, j'ai vu des géants de feu. Je ne sais pas si Surtur lui-même fait partie de l'événement, tout ça, donc c'est des trucs sympas. Et là, en fait, on est sur le prélude, c'est-à-dire que là, on a 5 comics, je crois, 5 ou 6 qui, en fait, sont pas dans l'événement, mais vont commencer à l'entamer. On va commencer à se dire, ça sent un peu la merde, où est-ce qu'on en est, comment ça se passe, voilà. Là, on met en place la relation un peu de d'Odin et de Thor, on met en place la mise en place d'Asgard dans le monde, etc. Et Malekith, du coup, qui bouge ses pions au fur et à mesure, dont ces Dark Elves qui sont en train de suivre Loki, et dont Odin qui envoie donc son frère Cool espionner les Elfes Noirs. Ou en tuer. C'est un peu bizarre. La mission est pas clairement dite, en fait. Hein. Il faut savoir que c'est un peu dans le passé. Voilà. On voit que le Bifrost est détruit, on sait que Malekith en a un, et que Thor ne le sait pas. Enfin, on sait pas mal de choses. Le deuxième cliffhanger est beaucoup moins intéressant, c'est entre guillemets le vrai cliffhanger du comics dans la série, c'est juste qu'à la fin on voit Odin qui est tellement dans le regret et dans le déni, qui va, enfin pas dans le déni, beaucoup moins du coup, et qui va aller voir Iron Man en disant bah voilà, faut qu'on parle, j'ai besoin de vous. Et ils vont parler, et bah c'est un peu décevant quoi. Dans le sens où vraiment, je pense pas, enfin il y a plus personne, c'est clair qu'Odin a plus personne à qui parler. Mais ça, comme cliffhanger de fin, sur un comics, sur une série normale, ça me hype pas en fait. Évidemment, Malekith me hype pour l'event, mais ce cliffhanger-là de ah bah Oda il a parlé un peu Iron Man pour pouvoir un peu comment être un père, etc. Non, 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 non. Ça ne tourne pas, ça ne va pas. Même si les deux se ressemblent, même si les deux sont capables de discuter parce qu'ils ont un passif, je suis d'accord. Mais je fais de ce cliffhanger ne me hype pas d'acheter le prochain comics de Thor, par exemple. S'il n'y avait pas Malekith. Alors, on peut dire que Malekith est donc le vrai cliffhanger du comics, puisque c'est un prélude, mais le truc c'est que la série Thor en elle-même doit quand même fonctionner. Hein, là, je vous rappelle que, ouais, on parle de War of the Realm, l'événement, mais là, c'est le 10e numéro de Thor, c'est-à-dire qu'avant il y avait le 9, le 8, le 7, le 6, le 5, le 4, le 3, le 2 et le 1, et qu'après il y aura le 11, le 12, le 13, le 14, etc. Faut que la série fonctionne quand même au-delà de l'event. Donc moi, quand tu me mets ça en dernière planche en mode c'est le cliffhanger, je suis pas hype, malheureusement. Parce qu'ils discutent, c'est cool, il y a même de l'humour, hein, là où Iron Man dit croyez-moi, je connais quelqu'un qui touche le fond quand j'en vois un. Je suis passé par là. Dites-moi quand cela a débuté. J'ai inventé l'hydromel. Ah, ok, ça va prendre un peu de temps. Ça, c'est de l'humour. Mais de l'humour qui ne hype pas, qui n'annonce rien, qui est là, bon bah voilà, il y a une touche d'humour, et puis c'est cool, on finit comme ça. C'est un peu décevant. Voilà. En gros, en conclusion, le comics est pas trop mal quand même, parce qu'on a quand même un style graphique qui est suffisant, qui annonce quand même la couleur du comics. On a un événement qui nous plonge dans War of the Realm, on a annoncé comme prélude, en effet, le côté prélude en lui-même est, on va dire, accepté, c'est-à-dire que on est bien teasé de l'événement, on a des mises en place, on a des conflits, on a le thème qui est respecté. Juste le comics en lui-même, dans la série de Thor, est entre guillemets un peu trop à ma place en trop. Alors je parle pas forcément de Loki, de Freya ou du conflit Thor-Odin. Je reste voilà, un peu sur ma fin du cliffhanger où en effet, la discussion Odin-Iron Man n'est pas une fin qui me hype pour acheter le numéro 11 par exemple. Le fait d'acheter le numéro 11, ce serait, bah oui, parce qu'il y a War of the Realm. Le problème c'est que de baser tout sur un event alors qu'on a une série un peu à part, chez moi c'est un peu problématique. Mais ça fonctionne parce que voilà, il y a un événement, je suis d'accord. Mais moi, dans mon point de vue, on va dire un petit peu critique, en essayant de faire d'être un peu objectif, je me dis que j'aimerais bien en fait qu'il y ait une série un peu à part quand même, enfin que même si la série est incrustée, bah faut qu'elle fonctionne sans, bah ouais, le 10 et le 11, pour moi, sans l'événement, devrait fonctionner. Là, pour moi, il y a un cassage net et précis entre le 10 et le 11 qui fait que bah, on n'est pas hypé pour acheter le 11 spécialement. On est hypé pour l'événement, pas pour le Thor 11 en fait. Donc ça, c'est le petit problème que j'ai à relever du comics. Après, le reste, en soi, comme je vous l'ai dit, je suis pas un professionnel d'Asgard dans les comics, encore moins depuis l'âge d'or, parce que c'est des versions que j'ai jamais suivies d'Odin, de tout le bordel. Mais je sais que là on en est, je sais toujours que j'ai toujours su que Odin de toute façon était un gros con
et que c'est un personnage qui ne mérite pas en fait d'être, enfin, qui mérite d'être Naruto. Il est bon roi en soi, même s'il a eu des emmerdes dans ses comics. En soi, il est bon roi, juste qu'il est mauvais père. Euh, voilà, donc c'est sympa, on va dire que les personnages sont sympas, il y a un bon développement d'Odin, et c'est cool de développer Odin en sachant l'événement qui va suivre, l'importance de l'événement et la place d'Odin dans l'événement. Donc c'est cool d'avoir un petit développement d'Odin avant même avant même le début de l'événement en fait, pour nous dire comment son état d'esprit, comment il va interpréter l'event, comment il va le suivre, et surtout les conséquences de la destruction d'Asgard. Comme je vous l'ai dit, il y avait des comics avant, on doit les suivre un peu, et c'est cool de se dire, bah, Asgard a été détruit, Odin, comment il le vit, comment ça se passe, et bah, il le vit comme ça, il pense comme ça, et il se passe ceci, quoi. Donc c'est cool. Ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là, du coup. Vidéo à peu près courte. C'est vrai que c'est court, hein, comme vidéo, les vidéos critiques des comics. J'ai pas énormément de choses à dire, mais c'est cool d'en parler un peu avec vous, des comics en version américaine, du coup, pas que ce soit énorme, euh, et du coup que ça soit un rythme régulier. Ce que je vous propose, du coup, c'est qu'on se laisse là, on se retrouve, du coup, bah, en théorie, la minute même, la critique de Loki est sortie, en théorie, hein, bien évidemment. 18h, on me connaît mes horaires. Demain est censé sortir, je l'espère. Du coup, évidemment, la rediffusion des Watchers des Cheveux avec Loki. Et dimanche, du coup, le Marvel Lifestyle, si je trouve quelque chose. Là, actuellement, je vais pas vous mentir, j'ai pas encore trouvé, donc c'est un peu la panique. Écoutez, on se retrouve du coup, bah, cette semaine, ou alors dans 3 semaines pour un autre critique comics. Encore sur Loki, ça sera le dernier, je crois, sur Loki, de toute façon. Non, pas 3 semaines, 2 semaines en plus. Le critique comics, c'est en semaine 2. Donc c'est juste que j'ai un retard que j'ai rattrapé, avec beaucoup de talent. Donc on se retrouve du coup dans 2 semaines, pour la prochaine comics critique, sur Loki toujours, on sera toujours en semaine Loki, hein, vous inquiétez pas. Et voilà. Allez, portez-vous bien, bonnes vacances à tous, et ciao ciao.